ma présentation a été écrite et Mme Lavoie-Moore en a une copie. Et si il y a des participants ou des auditeurs, auditrices qui veulent en avoir une copie, ils n'ont qu'à lui en demander, à la lui demander, ou à m'envoyer un courriel à l'UQAM, à mon adresse que vous pouvez trouver sur le site de l'UQAM. Deuxièmement, je veux indiquer que mon expérience avec les services de garde n'est pas seulement de celui d'un chercheur universitaire, mais aussi c'est une expérience de terrain de deux sortes. Premièrement, à cause des nombreux enfants que nous avons eus, Mados et moi. On a même eu plus que Mme Marois, ce qui est tout évidemment, elle avait un travail extrêmement exigeant. D'une part, j'ai passé 19 années en garderie, pratiquement en CPE, parce que nos garderies ont été immédiatement étiquetées CPE lorsque le programme, depuis 20 ans, est entré en fonction. Et deuxièmement, aussi parce que mon épouse, qui a été la grande patronne de Radio-Canada, a fait démarrer la garderie de Radio-Canada. Et d'ailleurs, elle rencontre d'anciens employés qui lui disent « Madame, vous avez fait toutes sortes de choses pour Radio-Canada, mais la chose la plus importante, c'est d'avoir implanté un CPE à Radio-Canada. » Donc, mon expérience est de terrain, pas seulement celui de chercheur universitaire. Et vous allez vous rendre compte de mon intérêt majeur à ce domaine-là en écoutant ce que j'ai à vous dire. Deuxièmement, si on passe à l'image suivante, vous pensiez comprendre qu'est-ce qu'était l'enfer. L'image que vous voyez vous montre que l'enfer, comme le dit Lucifer, dont vous voyez l'image dessus, l'enfer, c'est un séminaire en économie qui dure pour l'éternité. J'espère raccourcir votre enfer en réduisant le nombre de minutes que vous allez avoir à en souffrir, mais j'espère aussi me concentrer sur les 2 ou 3 ou 4 choses importantes qu'il faut savoir dans ce domaine-là. Un peu comme... alors, ces 3 ou 4 choses importantes-là, c'est que, premièrement, le taux d'activité, c'est-à-dire le pourcentage des femmes au Québec qui sont sur le marché du travail, c'est le plus haut niveau mondial. À l'heure actuelle, à peu près à égalité avec les Suissesses et les Suédoises. Donc, la recherche économique au Canada et aux États-Unis a démontré que notre système de garde a puissamment contribué à cette évolution-là. Ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de fait et c'est scientifiquement démontré par les collègues un peu partout aux États-Unis et au Canada que le taux d'activité des femmes au Québec est, s'il est au plus haut niveau mondial, ça dépend en bonne partie du système de services de garde qui a été implanté il y a 20-25 ans. À la base, ce sont mes collègues à l'UQAM, Catherine Haek, Pierre Lefebvre et Phil Merrigan, qui ont fait la démonstration et ça a été confirmé par d'autres à l'extérieur du Québec, à Toronto, à Boston, à Vancouver et en Ontario. Et par la suite, Luc Godbout et Suzy Saint-Cerny, qui sont de l'Université de Sherbrooke, évidemment, ce n'est pas l'UQAM, mais quand même, et moi-même, on a estimé que le système de garderie avait entraîné une hausse permanente de presque 4% du nombre de femmes au Québec en emploi en 2008, qui est l'année où notre recherche s'est concentrée. Et cette addition-là à l'emploi est considérable et elle a aussi continué à augmenter de 2009 à 2019. Il y a au minimum, à l'heure actuelle, 80 000
Québécoises de plus en emploi qu'il y en aurait en l'absence de notre système de garde. Et l'impact positif touche pas seulement les mères de petits-enfants, mais aussi ça s'étend aux mères d'enfants de 6 à 15 ans à la suite de leur entrée à l'école. Donc, l'impact du système de garde, ce n'est pas seulement sur les 5 premières années de l'enfant, mais aussi sur la carrière des femmes au-delà du 5 ans ou 6 ans, l'entrée à la maternelle et à la première année. Le système québécois comme tel a reçu par conséquent des louanges et l'appui de chercheurs des grandes organisations économiques internationales, dont l'OCDE et le Fonds monétaire international. Ces gens-là sont venus me voir à la maison chez nous pour s'informer exactement de qu'est-ce que c'était le système québécois. Et ce n'est pas seulement l'OCDE, le FMI. Je viens justement de recevoir un appel, une communication de la Banque mondiale qui, elle aussi, est intéressée. Le gouverneur Poloz, qui a précédé le gouverneur actuel à la Banque du Canada, a lui-même déclaré que si le reste du Canada pouvait atteindre un taux d'activité, comme vous voyez sur l'image, CHQ, c'est Canada hors Québec. Alors, le gouverneur de la Banque du Canada a dit si le Canada hors Québec avait le même un système de garde semblable à celui du Québec, on pourrait augmenter le nombre de femmes sur le marché du travail au Canada de 300 000, ce qui est considérable. Évidemment, c'est un message de la Banque du Canada qui a été entendu, écouté par la ministre des Finances du Canada, Freeland, qui a proposé un programme de dépenses fédérales pour encourager le développement de systèmes de garde universels dans le reste du Canada. Donc, premièrement, mon premier point, c'est que le taux d'activité des femmes québécoises est tout près du sommet mondial ou à peu près à égalité au sommet mondial et que c'est en grande partie en raison du système de garde qui a été implanté sous l'influence de Mme Marois, M. Bouchard, il y a 20-25 ans. La deuxième chose que je veux dire, et ça s'adresse évidemment à des gens du milieu économique comme tel, dont notre premier ministre du Québec, M. Legault, que l'impact du système de garde du Québec à l'heure actuelle sur le revenu total des Québécois est de l'ordre de 7 milliards de dollars, 7 milliards de dollars sur le PIB du Québec. Et cette hausse du nombre de femmes qu'amène notre système, ça a évidemment contribué à augmenter le potentiel économique du Québec. Et on peut estimer donc ce 7 milliards d'augmentation-là pour l'impact sur le revenu intérieur total du Québec. Sans cette politique de garde, par exemple, si on prend les chiffres de 2019, juste avant la pandémie, le PIB du Québec aurait été 453 plutôt que 460 milliards. Nos garderies ont donc contribué. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire dans le service de garde qu'on a implanté, c'est qu'il y a une poignée de main invisible entre le social et l'économique. En d'autres mots, nos garderies ont contribué à l'enrichissement du Québec, là, big time. Je comprends évidemment qu'aujourd'hui, bien des critiques sociaux méprisent le produit intérieur brut, mais je continue cependant de penser, de concourir avec l'observation de l'économiste américain Kenneth Galbraith que la richesse n'est pas sans avoir certains avantages et la preuve du contraire n'a jamais été bien convaincante, notamment quand il s'agit d'une addition aux revenus qui appartient en propre aux femmes qui restent sur le marché du travail ou qui reviennent rapidement et non à leurs conjoints. Donc, deuxièmement, un gros impact de 7 milliards sur le PIB du Québec. Troisièmement, troisième aspect économique également, le salaire des femmes a augmenté depuis 20 ans 2 fois plus vite que le salaire des hommes.
Ce n'est pas seulement donc le taux d'activité des Québécoises qui a augmenté depuis 20 ans, mais aussi leur salaire. La deuxième image que je vous présente là, que vous avez sous les yeux, montre que de 2001 à 2020 au Québec, une fois soustraite la hausse du coût de la vie, le pouvoir d'achat du salaire hebdomadaire moyen des femmes a augmenté cumulativement de 35 %. Donc, ce n'est pas une augmentation de salaire de 35 %, mais c'est une augmentation de 35 % de plus que l'inflation. Et pour les hommes, c'était à peu près la moitié, c'est-à-dire seulement de 18 %. Il y a deux causes à ça. La première, c'est que la scolarisation des jeunes femmes au Québec a progressé beaucoup plus rapidement que celle des jeunes hommes. Au Québec, parmi les 25 à 44 ans, les jeunes adultes de 25 à 44 ans, en fait, 44 ans, ce n'est pas si jeune que ça là, dans votre tête avec tout le monde, mais plus je vieillis, plus je trouve ça jeune, moi personnellement. Donc, parmi les 25 à 44 ans, ce sont 84 % des femmes, mais seulement 75 % des hommes qui détiennent aujourd'hui un diplôme professionnel, collégial ou universitaire. Donc, 84 % des femmes sont hautement éduquées contre 75 % des hommes seulement. Donc, les femmes sont beaucoup plus productives qu'autrefois et donc mieux rémunérées qu'autrefois. Évidemment, l'écart salarial avec les hommes n'a pas été encore complètement éliminé, mais il diminue avec le temps. Je m'excuse de devoir dire que ça ne va pas toujours mal pour les femmes, là. Je vais me faire accuser d'être anti-femme en disant que ça s'améliore pour les femmes. Non, mais ça va de la mieux en mieux, réalité fait des que chiffres est là. plaisant. C'est ça. Deuxièmement, l'accès aux garderies à tarif modique qui prolonge le congé parental ont contribué à la hausse notable du salaire des femmes en inscrivant ce salaire-là dans la continuité. Il dégage les jeunes femmes du cheminement saccadé et appauvrissant d'autrefois, qui était marqué par des séparations d'emplois et des retards dans les promotions et les salaires après chaque nouvelle naissance et jusqu'à l'entrée à l'école. Mes collègues à l'UQAM, Marie Connolly, Marie-Mélanie Fontaine et Catherine Haeck, ont pu estimer que notre politique familiale au Québec a pu réduire de 80 % le recul salarial qui aurait autrement été induit par une naissance. Donc, notre système de garde a un impact majeur sur la continuité dans la carrière des femmes en termes de promotion et de salaire. Donc, notre politique se trouve à protéger l'investissement massif que la société fait dans l'éducation des femmes. Étant plus actives et plus rémunérées, elles sont plus de 90 % à se dire enchantées d'un système qui leur permet de bien concilier leurs responsabilités parentales et professionnelles, pourvu évidemment qu'un nombre suffisant de places de qualité en garde soit disponible pour répondre à leurs demandes. Dernière chose, aucune augmentation d'impôts ou de taxes a été nécessaire pour financer ce système-là. C'est un système qui s'autofinance. Il y a beaucoup des gens politiques qui ne comprennent pas ça. Et Mme Guy, tout à l'heure, se plaignait qu'ils sont encore trop nombreux dans le monde politique des hommes à ne pas comprendre ça. Mais c'est clair que le système de garde qu'on a, c'est autofinancé. Il n'y a aucune augmentation d'impôts qui a été nécessaire pour l'implanter. Parce qu'il a eu un impact, notre système, sur les soldes budgétaires gouvernementaux. Luc Suzy à Sherbrooke et moi-même, nous avons pu estimer au moyen de l'outil fiscal de la chaire en fiscalité de l'Université de Sherbrooke qu'en 2008, chaque tranche de 100 $ dépensée annuellement par le gouvernement du Québec pour soutenir le système de garde entraînait un retour fiscal de 175 $. Vous dépensez 100 $ et le retour est de 175 $ pour les deux paliers de gouvernement. 120 $ reviennent au Québec. Donc, pour le Québec qui dépense au départ les 100 $, il y a un gain net de 20 et 55 $
à Ottawa, ce qui justifie au fond l'intervention fédérale actuelle dans le domaine. Tout simplement, les femmes qui s'ajoutent à la main-d'œuvre gagnent des revenus, paient des impôts et des taxes et reçoivent moins de prestations familiales puisque leur revenu familial est plus élevé. Éric Girard et Chrystia Freeland, nos ministres des Finances, eux autres, ils empochent. Par conséquent, phénomène rare pour une politique publique, le système de garde du Québec fait mieux que s'autofinancer. Il n'a exigé aucune augmentation d'impôts ou de taxes. Et c'est un leurre de croire que de couper dans le budget des services de garde parce que ça coûte trop cher entraînerait une amélioration pour la peine des finances du Québec. L'impact serait de retenir les plus de femmes à la maison, ce qui aurait pour effet de réduire les revenus fiscaux, d'augmenter les prestations familiales à verser et de faire fondre l'impact budgétaire favorable auquel on s'attendrait à partir de la coupe budgétaire. Que faire maintenant des milliards qui s'en viennent d'Ottawa? Il y a 3 objectifs qui m'apparaissent prioritaires. Premièrement, évidemment, résoudre le problème de la pénurie de places qui a recommencé à émerger. Il n'y avait pas de pénurie de places il y a 4-5 ans. Il y avait même 30 des places en garderie privée à but lucratif qui étaient non occupées. Mais parce que l'économie du Québec va beaucoup mieux qu'autrefois, vous avez sans doute appris dans les journaux que le taux de chômage au Québec est maintenant inférieur à la moyenne canadienne depuis 10 ans. Et donc ce problème de pénurie de places-là a recommencé à se poser. Et évidemment, il y a eu la pandémie qui a fait faire faillite un certain nombre de garderies. Deuxième objectif, il faut relever sensiblement la qualité des services éducatifs afin de redonner son sens fort au titre de la loi qui s'appelle la loi des services de garde éducatifs à l'enfant. Comme vous voyez sur l'image, la qualité des services de garde est inégale entre les types de garderies. Vous voyez à gauche du graphique que la qualité, il y a très peu de CPE dans lesquels la garderie est jugée inadéquate et ils sont très nombreux à avoir une garderie qui est plus que la moyenne, c'est-à-dire qui est jugée bonne ou excellente. Alors qu'au contraire, les GPNS, qu'on appelle les garderies privées non subventionnées, le privé lucratif qui est à plein tarif, bien, là, ils ont une forte proportion qui sont de qualité inadéquate et une faible proportion qui sont de qualité adéquate. Et c'est ça l'objectif qu'il faut rencontrer, c'est de renverser cette situation-là de façon à rendre l'immense majorité des services de garde, des offreurs de services de garde de haute qualité. Et finalement, le troisième objectif, évidemment, c'est d'attirer une plus grande fraction de nos enfants désavantagés pour répondre adéquatement à leurs besoins. Alors, je m'excuse d'avoir été un peu long là-dessus, mais ça dépend en grande partie de mon enthousiasme. Les choses dont il faut se rappeler, c'est un, les femmes québécoises sont au sommet mondial en termes de taux d'activité sur le marché du travail. Deuxièmement, que la contribution économique de ça est de 7 milliards par année. Ce n'est pas juste 5 milliards à un moment donné, c'est 7 milliards de plus chaque année dans le revenu total du Québec. Troisièmement, c'est que notre système de garde n'exerce aucune poussée sur les finances publiques, malgré les apparences. Ça n'exige aucune augmentation d'impôts. Et troisièmement, évidemment, en dernier lieu, évidemment, ce n'est pas seulement important pour les femmes, mais aussi c'est important pour les enfants. Et là, l'objectif central, c'est d'assurer qu'on a assez de places, d'une part, et aussi que ce soit des places de qualité et non pas des places de qualité inadéquates. Merci beaucoup. Merci énormément, M. Fortin. C'était super intéressant. C'était pas un enfer vous écouter, en tout cas. Là. Inquiétez-vous pas, c'était vraiment intéressant. Puis là, je vois des questions qu'on voudrait peut-être vous poser, mais on va attendre un petit peu. On va passer à notre seconde panéliste avant.
Je vous entends plus, Non, mais peut-être que vous Mélissa, m'entendez. tu as arrêté. Oh, là, on m'entend-tu? Oui. OK. Donc, on va passer à notre deuxième panéliste, Evelyne Couturier, qui va nous parler des services de garde privés et publics. Madame Evelyne Couturier a étudié en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Elle a été analyste devant la Régie de l'énergie pour le regroupement des organismes environnementaux en énergie pendant 3 ans et travaille maintenant sur les enjeux d'inégalité de revenus, l'évolution du système de retraite québécois et l'impact des politiques publiques sur les femmes. Donc, je vais laisser la parole à Evelyne Couturier et après ça, on va passer aux questions. Alors, bonjour. C'est toujours un honneur de passer après Pierre Fortin, qui est vraiment pas le pire des économistes du Québec. Je vais donc vous faire une petite présentation. Je vais vous partager un PowerPoint que j'ai fait. Ça ne sera pas très long. Est-ce que ça va fonctionner? Voilà. Est-ce que vous voyez l'image ou le... Attendez un instant. Juste arrêter, je vais recommencer. Même si j'ai moins d'années sous le compteur que Pierre Fortin, mais aussi la technologie, parfois, ça me confond. Oui, si je peux me permettre, là, c'est un peu mal fait avec les Zooms, là, mais si tu veux qu'on voit bien ton PowerPoint, il faut que tu te mettes en plein écran. Puis là, toi, tu Oui, vas c'est ça, moins c'est ce que je bien viens de faire. voir le reste du Zoom, mais on va bien voir ton écran. C'est ce que je viens de faire. Et là, je vais vous partager cet écran. Et là, vous devez voir plein de belles choses. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, on va Vous super voyez bien. mon texte. Non, Excellent, parfait. Excellent. Donc voilà, je m'appelle Evelyne Couturier, je travaille à l'IRIS et l'IRIS est un institut de recherche qui travaille sur des politiques publiques. On publie sur une variété de recherches et comme vous avez pu voir un peu avec ma vidéo, je travaille sur une variété de sujets très éclectiques, mais qui s'intéressent vraiment à comment les services publics ont un impact sur nos vies et comment est-ce qu'on peut les améliorer. Et en 2016, j'ai publié avec mon collègue Philippe Hurtaud une étude qui s'appelle « Les services de garde au Québec, champ libre ou privé ». Et c'est pour cette raison, principalement, que je viens vous parler. Bon, ça date quand même de quelques années. Fait que j'ai fait une mise à jour de mes données que je vais vous présenter tantôt. Et dans cette étude-là, qui se penchait un peu sur l'évolution des services de garde au Québec après 20 ans de la politique de 1997, on s'intéressait à 2 éléments principalement. D'une part, l'évolution des services de garde et l'impact du privé dans cette évolution-là, puis aussi l'effet sur les femmes, tant les mères des jeunes enfants que les travailleuses de services de garde, parce qu'on a parlé de l'augmentation du taux d'emploi, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'avec cette politique familiale-là, on a réussi aussi à donner de bien meilleures conditions de travail, plus stables et mieux rémunérées, meilleures conditions en général, à un grand nombre de femmes qui s'occupaient des enfants, parce qu'avant l'instauration de ce service, ce réseau-là, à travers le Québec, oui, il y avait des garderies privées non subventionnées qui coûtaient très cher, mais il y avait aussi un ensemble de garderies plus informelles ou de garderies communautaires, parce que travailler, pour une femme, c'est pas toujours un privilège. Pour beaucoup de femmes, c'est une nécessité. Surtout les femmes qui sont dans des milieux les plus précaires, il n'y a pas de choix à faire, il faut travailler. Donc, on réussit à trouver ce qu'on fait, ce qu'on peut. Fait qu'on donne l'enfant à une voisine, à de la famille, etc. Et ces gens-là ne sont pas toujours très bien rémunérés, n'ont pas toujours les moyens de pouvoir avoir une infrastructure qui est développée. Mais avec la mise en place de la politique familiale, bien là, on a beaucoup amélioré les conditions de vie de ces femmes-là également. Donc, Pierre Fortin nous a parlé pas mal de ce deuxième volet-là sur l'effet des femmes, l'effet sur les finances publiques, et c'est très éclairant. Ça nous permet de vraiment voir à quel point ce programme-là, c'est pas juste, encore là, c'est pas juste pour rendre privilégiées les femmes du Québec, c'est un programme économique qui est nécessaire. Et même si on s'intéresse pas seulement à la question d'argent, à la question monétaire, qui est quand même importante dans notre société capitaliste, il reste que socialement aussi, c'est très rentable. On a des
des femmes qui peuvent faire des choix, choisir de rester à la maison, choisir de continuer à travailler. C'est plus facile de faire ce choix-là quand on a accès à des services de garde de qualité et abordables. Et moi, bien, je vais vous parler de l'autre aspect, c'est-à-dire l'évolution du service de garde, du réseau de services de garde et la place du privé. Donc, on revient un peu en arrière. On a eu une belle présentation historique plus tôt aujourd'hui. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, ce n'est pas en 1997 que les garderies ont été inventées, mais en 1997, on a assis un peu l'infrastructure pour qu'on ait un service public généralisé, un service public qui soit à travers le territoire et accessible à l'ensemble des familles qui en ont besoin, qui le désirent. Et le réseau est d'abord séparé principalement en 3 morceaux. Les CPE, qui sont un peu l'innovation québécoise, on reprend un peu ce qui se faisait déjà dans le communautaire, mais on l'institutionnalise et on le finance mieux. Après ça, les milieux familiaux, encore une fois, qu'on encadre mieux, qu'on finance mieux, qu'on donne le pouvoir à ces femmes-là d'avoir une éducation pour compléter leur travail, etc. Et ensuite, les garderies privées subventionnées qu'on ramène un peu plus proche du service public, donc le privé qui s'intègre en quelque sorte à un réseau public. L'objectif au départ, je dirais qu'il est double. On veut favoriser l'emploi des femmes, mais aussi aider au développement des enfants, notamment ceux qui viennent de milieux précaires ou défavorisés. Et pour réussir à atteindre ces 2 objectifs-là, c'est important que le coût soit... Pardon, Oui? je suis désolée, ton micro griche. Je ne sais pas, peut-être que ça vient des écouteurs. Oui, je vais les enlever. OK. On ne voudrait pas rien perdre. Ben non, je comprends. C'est juste vraiment plate parce que mes écouteurs, des fois, ils sont parfaits, puis d'autres fois, ils grichent. Ah ben tu vois, là, c'est parfait. Là, je sais pas. Là, j'ai enlevé mes écouteurs. Fait que là, c'est mon ordinateur qui prend le son. Donc, je disais, faut que les femmes puissent choisir de retourner au travail si elles le désirent. Puis, il faut aussi aider au développement des enfants. Puis, en développant un réseau qui est à faible coût de façon uniforme, ce qu'on fait, c'est qu'on indique aussi que c'est pas un service juste pour les pauvres. C'est pas juste, on ouvre des services de garde, des CPE pour les personnes défavorisées à faible coût gratuitement et les autres doivent payer cher dans d'autres établissements. C'est vraiment un endroit où on veut avoir une mixité sociale, avoir une mixité culturelle. On veut vraiment que les enfants puissent être ensemble, pouvoir apprendre ensemble et se développer ensemble. C'est un service public universel et ça fait toute la différence. On promet en 1997 un développement qui va être relativement rapide parce qu'on veut vraiment que toutes les familles qui en ont besoin puissent y avoir droit. Et pendant les premières années, on voit le développement qui se fait assez rapidement. D'ailleurs, je vais vous montrer. Attendez. Voilà. Mon premier graphique, ça, c'est l'évolution du nombre de places en service de garde. Et on est capable de voir qu'à partir de 1998, ça augmente assez rapidement. Puis, à partir de 2006 à peu près, il y a un certain ralentissement et ça reprend de plus belle en 2009 pour retourner à une certaine stagnation à partir de 2018. Donc, qu'est-ce qui explique ces modifications-là? Qu'est-ce qui explique ces changements-là dans la... Désolée, mon ordinateur ne fonctionne pas très bien présentement. OK. Est-ce que vous voyez encore la présentation? Ton graphique a disparu, mais ta présentation, là. OK. Donc, donnez-moi un instant. Je vais recommencer. Je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de problème, Evelyne. J'ai trop d'écran, c'est ça mon problème. OK. Donc, ça. On va y arriver. Non, je ne sais pas, on est là pour toi. OK. Et on recommence à partager. Voilà. C'est revenu! C'est revenu. Puis là, il me reste juste une chose qu'il faut que je fasse, c'est de trouver ma présentation.
qui est ici. Parfait. OK. Un instant. Donc, on revient à l'idée que il s'est passé quelque chose en 2009, il s'est passé aussi quelque chose en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je vais vous présenter un autre graphique qui est une autre façon de présenter les données. Donc là, tantôt, je vous ai montré juste le nombre de places qui augmente. Maintenant, je vous présente le ratio entre le nombre de places qui sont subventionnées et non subventionnées. Donc, là, c'est les places, comme on peut voir, entre 1998 et 2009, le ratio est très bas, ce qui veut dire que les places subventionnées sont majoritaires. C'est vraiment le réseau subventionné qui a la majeure partie des places et le secteur non subventionné, le secteur privé à but lucratif est marginal. Et à partir de 2009, c'est-à-dire à partir du moment où est-ce qu'on voit qu'après le ralentissement, on voit qu'il y a une augmentation qui reprend, et ça donne à être en même temps qu'il y a un certain développement du réseau privé. Puis à partir de 2018, on voit qu'il y a une stagnation du développement du privé. Donc, si on revient avec la graphique de l'augmentation du temps, on voit qu'il y a eu un développement du public assez rapide. Après ça, il ne s'est rien passé. Après ça, c'est le privé qui a repris le pas. Et là, on a une stagnation parce que le privé a arrêté de se développer aussi rapidement. Qu'est-ce qui peut expliquer ces différences-là, cette évolution-là? Eh bien, c'est une histoire de choix politiques principalement. En 2008, comme vous le savez, on a eu une crise économique qui a affecté l'économie, qui a affecté les budgets de l'État. Et à partir de 2009, le gouvernement libéral, le gouvernement de Jean Charest, décide de revoir c'est quoi les dépenses publiques, décide de revoir quels sont les services publics offerts à la population et décide de voir aussi le slogan « Un enfant, une place » strictement sur un axe comptable. Donc, plutôt que d'essayer de mettre en place des milieux éducatifs stimulants, de qualité, accessibles à la population, l'important, c'est de placer un enfant dans un service de garde pour libérer les parents pour qu'ils puissent aller travailler. Donc, la vision de il faut donner un milieu stimulant pour les enfants, notamment aux enfants de milieux défavorisés, aux milieux vulnérables. Ça disparaît un peu et c'est vraiment juste favoriser l'emploi, mettre les enfants dans un service de garde pour que les femmes puissent retourner travailler. Donc, en ayant cette vision plus comptable, puis c'est très important d'avoir une place pour mettre son enfant quand on veut aller travailler, mais on veut aussi que ça soit un endroit stimulant. Une façon de faire les choses, c'est d'arrêter de développer le réseau public et de plutôt miser sur le milieu privé, parce que le milieu privé, ben, ça nous demande collectivement de moins mettre de l'argent. On laisse le privé faire ses affaires et on s'assure juste d'avoir assez de place. Et pour encourager le secteur privé à développer ses places, le gouvernement utilise, je dirais, trois grandes façons, trois grandes modulations au service de garde tel qu'il était au départ. D'une part, justement, modulation, on parle de moduler les tarifs de service de garde subventionnés selon les revenus des parents pour que ça soit beaucoup moins cher pour les personnes qui ont des revenus plus faibles et beaucoup plus cher pour les parents qui ont des revenus plus élevés. Donc, cette idée-là d'avoir un service universel où on peut avoir une mixité sociale, ça disparaît un peu. On va privilégier le développement des places privées plutôt que les places en CPE ou même en privé subventionné. Donc, on va arrêter de développer, d'ouvrir des CPE, on va laisser le champ libre au privé. Et pour rendre ça encore plus intéressant, donc là, ça coûte plus cher d'aller au public qu'avant, mais là, on va diminuer ce que ça coûte d'aller au privé en mettant en place un crédit d'impôt remboursable qui va permettre que ça soit beaucoup plus avantageux d'aller au privé qu'avant. Donc, dans mon graphique, c'est pas le bon titre. Donc voilà, dans ce graphique-là, on voit l'évolution des crédits d'impôt pour garde d'enfants entre 1996 et 2017. Puis, je disais qu'on a décidé de mettre en place des crédits d'impôt pour rendre plus avantageux le privé à partir de 2009. Bien, c'est à partir de 2009
qu'on commence à dépenser beaucoup plus d'argent dans les crédits d'impôt remboursables. Et crédits d'impôt remboursables, c'est important de le noter, ce qui veut dire que même si vous ne payez pas d'impôt, peu importe votre revenu, vous allez pouvoir recevoir de l'argent en retour de ce crédit d'impôt-là. Et pour rendre les choses encore plus simples, on peut faire une demande de remboursement précipité, faire une demande pour avoir l'argent d'avance, ce qui fait que les parents qui envoient leurs enfants au privé paient à partir du départ, à partir du début de la fréquentation de l'enfant dans le milieu privé non subventionné, reçoivent un retour d'impôt mensuellement, ce qui les aide à payer mensuellement leur place en garderie. Alors que pour les parents qui gagnent plus cher, les parents qui sont plus aisés, qui envoient leurs enfants en CPE ou en réseau subventionné, c'est beaucoup plus compliqué parce que la modulation va s'appliquer après coup. Donc, pendant l'année, ils vont payer le tarif uniforme comme tous les enfants. Et lorsqu'ils vont remplir le rapport d'impôt, il va falloir se baser sur le revenu de l'année précédente pour pouvoir imposer le tarif sur les dépenses de l'année courante et le payer dans l'année suivante. Donc, c'est vraiment un casse-tête pour les parents qui vont dans des services de garde subventionnés pendant ces années-là. Et c'est une mesure qui est critiquée de plusieurs parts. La CAQ va appeler ça la taxe famille parce qu'on paye des impôts pour pouvoir financer le réseau subventionné. Ensuite, on paye encore un impôt supplémentaire. Déjà qu'on paye plus d'impôts quand on est plus riche, et là, on paye encore plus pour avoir accès à ce service de garde-là. Ça va être critiqué aussi plus à gauche, justement, sur la question de l'accessibilité, de la mixité, mais également sur le fait que pendant qu'on est en train de faire cette modulation-là, on n'est pas du tout en train d'augmenter le nombre de places pour les services de garde. Donc, cette façon de faire-là, laisser le privé créer des places, ne pas créer de places dans le public, réduire le coût pour les parents d'envoyer leurs enfants au privé, augmenter le coût pour les parents qui envoient les enfants dans le public. Ce que ça fait, c'est qu'en à peine 10 ans, en moins de 10 ans, il y a une augmentation de 1042 % des places en garderie commerciale privée. Et les garderies commerciales privées à but lucratif, ben c'est ça. Leur objectif, c'est d'avoir un profit. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas le même souci. C'est pas pour dire que toutes les garderies non subventionnées sont des endroits qui n'ont aucun intérêt au bonheur et au développement éducatif des enfants, mais il reste quand même que l'objectif final, c'est de faire du profit, donc de couper les coins ronds, de payer moins leurs employés et dans toutes les statistiques qu'on voit, la qualité pour les services de garde est beaucoup plus haute dans le public. Pierre Fortin nous a montré un graphique éloquent à cet égard. Pourquoi c'est plus de qualité dans le public que dans le privé? Bien, d'une part, justement, on paie mieux les éducatrices, ce qui permet d'avoir des éducatrices qui restent plus longtemps dans le même service de garde, qui ont plus d'expérience. Des éducatrices aussi qui sont mieux formées. Les exigences de formation sont plus élevées en CPE sur le ratio d'éducatrices formées versus éducatrices non formées ou moins formées est plus élevé qu'en service privé. Donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Puis aussi, un aspect super important qu'il ne faut pas oublier, c'est la gestion démocratique par les parents et les travailleuses. Donc, les parents sont impliqués dans la gestion de la garderie, les travailleuses aussi. Donc, les décisions ne sont pas prises simplement dans un objectif d'efficacité, d'efficience, de profit, mais vraiment de comment est-ce qu'on peut avoir un environnement qui est agréable pour les éducatrices, pour les enfants, pour les parents. Donc, ça va créer des milieux où, quand il y a des problèmes, c'est plus facile de les régler parce que tout le monde travaille ensemble. Avec des équipes stables, un personnel mieux formé, un programme éducatif de qualité qui est relativement uniforme à travers les CPE, une gestion démocratique, c'est sûr que les CPE vont gagner sur la qualité, alors que du côté du privé, il y a certaines normes qu'il faut qu'ils respectent, mais elles sont beaucoup moins élevées ou exigeantes et ça se traduit par une qualité qui est moindre.
Quand la CAQ a été élue, quand la CAQ a été au pouvoir, elles ont aboli la taxe famille. Donc, c'est la fin des tarifs différenciés, c'est la fin de l'avantage économique d'aller au privé. Il y a encore les crédits d'impôt remboursables qui font que c'est un peu moins lourd financièrement pour les parents d'envoyer leurs enfants au privé que si ce crédit d'impôt-là n'existait pas. Mais il y a eu un ralentissement de création de places dans le privé parce que les parents, devant le choix entre payer très cher et recevoir un crédit d'impôt au privé ou payer moins cher et avoir un service de qualité au public, quand ils réussissent à avoir de la place, bien sûr, mais c'est sûr qu'ils choisissent d'aller au public. Mais en même temps, le gouvernement, on va l'applaudir d'avoir aboli ce tarif différencié-là, mais il n'a pas fait l'autre pas, c'est-à-dire, OK, on va limiter la croissance du privé en limitant les avantages économiques d'envoyer ses enfants dans ce secteur-là, mais on va ensuite investir dans la création de places en CPE, en milieu familial, dans des garderies privées non subventionnées. Il y a une transition qui est en train de se faire maintenant, mais il n'y a pas de places qui sont créées. Il y a juste une transition de places non subventionnées à subventionnées présentement. Il faut ajouter à ça aussi la pandémie qui a eu un impact important sur les services de garde. Services de garde privés et publics confondus. Déjà que le personnel pouvait être difficile à attirer et à retenir. Avec la pandémie, la lourdeur du travail, les enjeux de confinement des enfants aussi, fait que les éducatrices n'étaient pas nécessairement toujours disponibles ou n'avaient pas nécessairement l'énergie mentale pour faire leur travail de façon aussi rigoureuse que d'habitude. Et on pourrait ajouter à ça la situation dans les garderies en milieu familiaux. L'année dernière, il y a eu une grande négociation pour améliorer leurs conditions. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu le dossier, mais on parlait d'un revenu qui était l'équivalent d'un salaire horaire qui était en bas du salaire minimum pour les travailleurs et travailleuses en milieu familial. Donc, c'est sûr que ce n'est pas très avantageux quand on fournit sa maison, fournit les repas, fournit les jeux, les infrastructures et que le retour qu'on a à la fin de l'année, c'est un revenu qui est moindre que le salaire minimum. Il y a eu de longues négociations. Alors là, on est passé de moins de 12 $ à un peu plus que 13 $ de l'heure. Donc, ça devient un peu plus intéressant. Mais il reste que dans les dernières années, ce qu'on voit, c'est une création de places en milieu familial beaucoup moins rapide que la disparition des places de femmes qui décident d'arrêter d'offrir des places en milieu familial parce que, pas une très grande reconnaissance, pas de bons revenus, conditions de travail précaires. Le dernier graphique que je voudrais vous montrer, pas l'avant-dernier graphique que je voudrais vous montrer, c'est l'évolution cumulée des places en service de garde selon le type en fonction du nombre d'enfants, donc la population totale des enfants du Québec, ce qui permet de voir que on est à peu près à un peu plus de 70% de places sur la population d'enfants de 0 à 4 ans. Ce qui fait qu'on a un bon taux, mais on a aussi un taux qui stagne et on a une grande stagnation du milieu public et du secteur de CPE en particulier. On ne développe plus le secteur public. Le gouvernement dit que c'est parce qu'il y a plusieurs, et le secteur public aussi, les CPE mentionnent un système administratif qui est très lourd, beaucoup de bureaucratie pour pouvoir développer les places, mais il faut toujours faire attention à la façon que le gouvernement présente les choses, c'est-à-dire, bien sûr, il faut que ça soit beaucoup plus facile de mettre en place des CPE à travers le Québec, il faut que ça soit des milieux qui répondent aux besoins des communautés, puis ça, c'est très important, mais il faut aussi garder justement l'aspect démocratique, l'aspect communautaire des CPE pour qu'ils gardent leur niveau de qualité, pour qu'ils gardent leur accessibilité, leur mixité sociale. Il faut même augmenter cette mixité sociale-là parce qu'on a un peu perdu de vue toujours le deuxième objectif de la politique familiale, qui est d'avoir un milieu d'apprentissage, de développement des enfants, même pour les enfants qui sont de milieux précaires et défavorisés. Je comprends que là, présentement, je parle surtout à
des mères qui veulent retourner au travail et il faut que ces mères-là puissent avoir des places, mais il faut aussi que des mères qui sont sur l'aide sociale, qui ont des problèmes d'insertion à l'emploi, qui sont des nouveaux arrivants, qui ont de la difficulté à s'intégrer dans leur communauté, il faut que ces femmes-là puissent envoyer leurs enfants aussi dans des CPE, dans des milieux de qualité et accessibles pour permettre à ces femmes-là d'avoir l'espace mental et physique de trouver un emploi, de changer leur vie, mais aussi permettre à ces enfants-là d'avoir le développement le plus optimal possible. Donc, il faut essayer d'élargir. Donc, les 55 000 places qui manquent, à mon avis, sont sous-estimées parce que c'est principalement des femmes qui veulent retourner au travail et il y a toutes ces femmes-là qu'on a de la difficulté à rejoindre qui ne se sentent pas concernées parce que ce n'est pas... elles sont déjà à la maison, mais elles devraient envoyer leur enfant dans un service de garde de qualité si elles en étaient capables. Donc, le dernier graphique que je voulais vous montrer, c'est, Pierre Fortin a parlé à quel point investir dans la petite enfance, c'est investir dans l'économie du Québec, c'est augmenter notre PIB, ce n'est pas lancer de l'argent par les fenêtres, au contraire, c'est de se donner les moyens d'augmenter notre pouvoir d'achat, d'augmenter notre richesse collective. Bien, je voulais vous montrer le graphique de la part du PIB consacré à l'éducation à la petite enfance des pays de l'OCDE, donc les dernières données qui sont disponibles pour 2018. On a la moyenne de l'OCDE ici qui est à peu près à 0,75% du PIB qui est investi dans la petite enfance. Le Québec est beaucoup plus bas, était ici à un peu plus que 0,5%. Donc, on est vraiment en bas de la moyenne de l'OCDE. On se compare, oui, à la Grande-Bretagne, mais aussi à la Turquie, à la République tchèque, à l'Italie. Et l'autre donnée qui est un peu inquiétante par rapport à ça, c'est que là, c'est les données qui sont mises à jour par rapport à notre étude de 2016, mais en 2016, on avait les données pour 2015 et le pourcentage du PIB consacré à l'éducation à la petite enfance était légèrement supérieur à ce que c'était en 2018. C'est un domaine dans lequel ça vaut la peine d'investir. Ça vaut la peine d'investir pour le PIB, ça vaut la peine d'investir aussi pour le développement des enfants. Et quand les personnes qui font de la philanthropie, qui font des dons majeurs dans des causes, décident d'avoir une perspective très économique dans leur générosité, qui essaie de voir où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact pour $1, la petite enfance revient toujours au sommet du palmarès. C'est en investissant dans la petite enfance qu'on a le meilleur impact social général. C'est une leçon que j'inviterais le gouvernement du Québec à adopter. Merci. Merci énormément, Mme Couturier. C'était super intéressant. Là, on a plein de questions vraiment du public qui nous écoute en ce moment. Donc, on va commencer par la première que j'ai ici. Première question. On a entendu dire que l'écart salarial entre les hommes et les femmes s'agrandissait après la naissance du premier enfant, mais qu'avant cela, les salaires des hommes et des femmes étaient à peu près égaux. Est-ce que c'est vrai, même au Québec et même aujourd'hui? Permettez-vous de répondre à la question? OK. Le salaire des femmes en moyenne au Québec est à peu près 8%. Quand on regarde, on compare en tenant compte des divers niveaux d'éducation et d'expérience sur le marché du travail, c'est à peu près 8%, 10% dans le reste du Canada. Mais ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que dans les 20 dernières années, la situation s'était améliorée au Québec plus qu'au Canada et améliorée pour les femmes québécoises plus que pour les hommes québécois. Donc, l'écart n'est pas encore refermé, mais il a diminué, il a rétréci dans les 20 dernières années. Ce qui est important pour l'avenir, là, je parle des 40 prochaines années, quand moi, par exemple, je vais avoir 115, 120 ans,
ce qui est important pour les prochaines décennies, c'est la flexibilité des tâches sur le marché du travail pour les hommes comme pour les femmes. La raison pour laquelle les femmes, malgré un niveau d'éducation qui est de plus en plus élevé par rapport aux hommes, continuent d'avoir un salaire moyen qui est inférieur, une des grandes raisons, c'est que l'homme il est au travail de 8 heures du matin à 8 heures du soir, du moins pour ceux qui ont des diplômes plus avancés. Et alors que la femme, de son côté, donc, est en prise avec cet homme-là, ben, elle doit jouer et remplir les moments nécessaires pour être avec l'enfant à la maison. Donc, si je comprends bien, si on veut que les hommes, non, mais si on veut que les hommes entrent plus dans la contribution à l'intérieur du foyer, il faut que l'économie réussisse avec certains encouragements gouvernementaux ou d'autres mouvements sociaux, à faire en sorte qu'on peut avoir une carrière masculine aussi qui puisse progresser sans qu'elle soit absolument dirimante pour le temps de travail que ça prend du matin au soir, de 7 heures du matin à 9 heures le soir. Là, il faut qu'il y ait plus de flexibilité et c'est ça qui maintient encore le salaire des femmes en dessous de... C'est-à-dire, c'est une importante raison pour laquelle le salaire des femmes reste encore en dessous de celui des hommes. J'ajouterais quelques affaires. J'ai pas les chiffres sur le sujet, mais mon souvenir, c'est que oui, il y a une pénalité à la maternité pour les femmes. Je ne sais pas à quel point c'est vrai au Canada, mais je sais qu'aux États-Unis, on a vu également un bonus à la paternité. Donc, les femmes se retrouvent à être pénalisées en début de maternité et les hommes se retrouvent à être, avoir une amélioration de leurs conditions économiques au début de la paternité. Evelyne, j'ai un ami à Boston. Je veux dire, lui, là, s'il revient à la maison avant 8 heures le soir, je veux dire, il est complètement dévalorisé puis il va retarder dans sa promotion, etc. Donc, c'est cette culture-là qu'il faut changer. Absolument. Et ça, c'était la deuxième partie de ma réponse, c'est qu'au Québec, avec la politique familiale, avec le congé de parentalité et encore plus avec le congé de paternité, on a réussi, je ne dis pas à changer entièrement cette culture-là, mais on a réussi à impliquer beaucoup plus les pères dans le soin des enfants. Même s'il reste qu'il y a encore une pression qui est sociale, qui est interne, mais aussi externe de la part des employeurs et des collègues de travail, à assumer que quand un enfant est malade, c'est la femme qui va partir plutôt du bureau. C'est en train de changer tranquillement. On voit que les hommes qui prennent un congé de paternité et encore plus les hommes qui prennent un congé de paternité seuls avec l'enfant vont avoir une plus grande implication dans les tâches ménagères et une plus grande implication dans le soin des enfants. La pandémie a aidé ici. Je connais beaucoup d'hommes qui, à cause de la pandémie, sont rentrés plus à la maison. Je pense qu'ils ont les tâches ont augmenté pour tout le monde. Les hommes en ont pris plus, mais les femmes aussi en ont pris plus. C'est un autre débat. Et l'autre chose, je voulais dire, les services de garde, je pense qu'ils participent aussi à mieux partager la tâche familiale parce que le service de garde comme service public n'est pas vu juste une extension de la femme, mais vu comme c'est un service d'éducation pour l'enfant et je vois une meilleure implication. Donc, il y a des statistiques qui montrent que déjà au Québec, les politiques publiques qui ont été mises en place participent à rendre ça beaucoup moins prononcé qu'ailleurs. Donc, il y a une éducation encore à faire, mais on voit qu'il y a quand même un certain changement. Fait que, il y a des bonnes nouvelles, il faut continuer à changer ça. D'ici le 120e anniversaire de Pierre Fortin, je pense qu'on va peut-être réussir à... On l'espère. Bon, on va y aller avec la deuxième question, parce qu'on a pas mal de questions des participants. Là, en fait, on parle beaucoup d'économie, puis on dirait que c'est tellement évident qu'investir dans les garderies, c'est avantageux économiquement pour les provinces, le pays, puis on trouve ça carrément... on se demande pourquoi, qu'exemple, la CAQ, on dirait qu'elle n'est pas au courant de ces avantages-là économiques-là. Qu'est-ce qui se passe? Comment qu'on fait pour leur faire comprendre ces chiffres-là? Est-ce qu'ils sont au courant ou il faudrait que ce soit des professionnels qui aillent de l'avant pour leur communiquer ces chiffres-là? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Evelyne?
Ben, je mets ça beaucoup sur la question de l'idéologie, la façon qu'on conçoit la société, la politique, etc. On a eu avec le gouvernement libéral passé, juste avant la CAQ, un gouvernement qui pensait que les services publics devaient être réduit au minimum et laisser une large place au privé. J'ai l'impression que la CAQ est pas aussi fermée à l'investissement dans les services publics, notamment la petite enfance, que le gouvernement libéral, mais ça reste que c'est investir de l'argent public dans le secteur public. C'est pas créateur de richesse de la même manière que le PIB, qu'investir dans le secteur privé. Par exemple, l'augmentation à laquelle faisait référence Pierre Fortin, puis il me corrigera si je me trompe, c'est pas les CPE qui le créent. C'est grâce au CPE, ça permet aux femmes d'aller travailler, ça permet aux femmes d'avoir une activité économique. Et c'est grâce à ces services de garde-là qu'on réussit à avoir une activité économique, donc c'est une activité économique qui est induite. Est-ce qu'à cause que c'est à long terme, les politiciens ne veulent pas investir dedans parce que ça n'aura pas un impact direct? C'est un peu parce que c'est à long terme, mais c'est surtout parce que c'est indirect. C'est très proche, là, et il existe plein d'études économiques qui montrent le lien qu'il y a entre offrir des services de garde et l'activité économique, notamment des femmes et de la société en général. Si j'ai plus d'argent, ben, je vais le dépenser plus dans ma communauté. Tout ça, ça percole. Mais il reste que ce n'est pas le CPE qui produit le PIB. Donc, j'ai l'impression que des fois, ce pas-là est plus difficile à faire pour certains policiers. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Allez-y, M. Fortin. Le Conseil des ministres est fait de toutes sortes de personnes, puis il y a beaucoup d'hommes là-dedans. Bon, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas leur principale préoccupation, les services de garde. Ils sont dans toutes sortes de secteurs. Puis aussi, ils sont plus âgés. Donc, ils ont moins connecté avec les développements des 20 dernières années dans les services de garde que les gens plus jeunes. Okay? On va les chercher présent. Leur opinion est en train d'évoluer. Premièrement, parce qu'on se rend compte qu'avec un Québec, à l'heure actuelle, l'économie québécoise est la plus performante au Canada. Je répète, l'économie du Québec est la plus performante au Canada. Je sais que vous allez retourner chez vous, vous allez dire non, le Québec est toujours en arrière des autres. Mais ce n'est pas vrai, vous vous trompez. Je répète, l'économie du Québec est la plus performante au Canada et donc celle où on a plus besoin d'élargir notre potentiel économique pour éviter l'inflation. Donc, la pénurie de main-d'œuvre devient dans la tête de ces gens au Conseil des ministres-là quelque chose d'important. Et le fait qu'il manque 50 000 places, du moins l'estimation officielle de la vérificatrice générale dans les garderies, devient une préoccupation économique pour eux parce que les entreprises leur disent « bien là, on a besoin de plus de femmes dans main-d'œuvre ». Comprenez-vous? Alors, ça, c'est important pour faire évoluer leur pensée. L'autre aspect sur lequel je veux insister, c'est que le ministre des Finances, Éric Girard, il sait compter. Okay? Pourquoi? Parce que c'est un ancien étudiant de l'UQAM. Ça a été un de nos meilleurs étudiants de maîtrise dans les années 90 à l'UQAM. Et il sait que si en moyenne, j'ai un crédit d'impôt de 60 % sur un tarif quotidien de 40 $ dans une garderie privée, dite non subventionnée, bien lui, ça lui coûte 60 % de 40 $. Donc, ça lui coûte 24 $ par enfant par jour. Alors que dans un CPE, où le niveau de qualité est nettement plus élevé, en moyenne, là, parce qu'il y a des bonnes garderies privées quand même. On va avoir une autre question par rapport aux qualités. Alors, ça va coûter 40 $ plutôt que 24 $. Donc, le gouvernement du Québec fait de l'argent avec le secteur privé et ça, c'est à ajouter aux observations qu'Evelyne a indiquées tout à l'heure. Donc, le gouvernement est évidemment quelqu'un qui fait de l'argent avec des garderies privées dont la qualité est moyenne et médiocre, évidemment, ne voudra pas nécessairement pousser sur les CPE qui coûtent plus cher pour les remplacer. Donc, il y a cet effet de résistance des personnes de milieux économiques, gouvernementaux
à l'expansion que M. Lacombe, notre ministre de la Famille, désire accélérer. Mais, pour ce qui est de la qualité, là, sur quoi qu'on se base en fait pour dire que la qualité des CPE est meilleure que la qualité du milieu privé, en fait? Hein? Il y a diverses études qui ont été faites à cet égard-là, puis c'est une variété il regarde plusieurs objectifs, plusieurs détails, notamment l'organisation spatiale à l'intérieur, la qualité de l'interaction entre les éducatrices et les enfants, la qualité d'interaction entre les éducatrices et les parents, la qualité de la nourriture, l'accès à des jeux, la valorisation du jeu chez les enfants. Est-ce que les éducatrices laissent les enfants jouer leur propre jeu et les accompagnent là-dedans ou est-ce que c'est beaucoup plus du jeu dirigé, ce genre de choses-là? Les sorties quotidiennes à l'extérieur. Donc, je n'ai pas la liste complète devant moi, mais c'est vraiment une longue liste où on essaie d'évaluer chaque élément, si c'est de qualité inférieure, moyenne ou supérieure. Je pense que c'est l'Observatoire des tout-petits qui a fait une étude sur la qualité, qui a fait la plus récente étude sur le sujet qui arrive avec des conclusions similaires, mais aussi il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur la qualité des services au Québec et distinguer le service public et privé subventionné, privé non subventionné, en milieu familial aussi. Ça, c'est une façon de regarder la qualité. Une autre façon de regarder la qualité, c'est qu'on peut regarder les plaintes qui sont faites sur les services de garde et le nombre de plaintes est de façon disproportionnée vise le milieu privé plutôt que le milieu public, les CPE, les milieux familiaux. Et le privé non subventionné, même s'il est en croissance, demeure seulement à peu près 20 à 30 des services de garde, mais reçoivent plus de la moitié des plaintes. Donc, on voit vraiment que du côté de la satisfaction des parents, donc quand on se plaint, c'est généralement parce qu'on est insatisfait, mais aussi du côté de critères plus objectifs, les services de garde du côté public, particulièrement les CPE, gagnent haut la main sur le concours de la qualité. Parce que les parents peuvent s'impliquer plus justement dans les CPE, puis il y aurait moins de plaintes que dans les privés où ce qu'ils peuvent ça aide, pas avoir d'impact. Mais aussi avoir des éducatrices de qualité, des éducatrices qui sont formées, des éducatrices qui ont de l'expérience, ça aide également, mais aussi d'avoir cette gestion-là collective, c'est sûr que ça change les choses. Monsieur Fortin? La science a progressé de ce côté-là. On a des chercheurs dont l'éminence au niveau international est excellente, à la fois à l'UQAM, mais aussi à l'Université de Montréal et à l'Université Laval. Je veux dire, moi, mon étoile polaire dans ce domaine-là, c'est mes deux collègues à l'UQAM, Christa Jappel et Nathalie Bigra, que vous allez voir cet après-midi. Alors, on a démontré que la qualité, pourquoi on veut la qualité, c'est pas juste parce que c'est le fun, là. C'est parce que ça a des conséquences importantes et durables et persistantes sur la qualité du développement des enfants. Okay? C'est le développement des enfants qui en souffrent quand on n'a pas la qualité. Moi, j'ai passé ma vie comme économiste à défendre des solutions du marché privé pour résoudre des problèmes économiques. Mais je dois vous avouer que dans le cas des services de garde, c'est une faillite totale du marché privé pour des raisons multiples dont Evelyne vous a fait part tout à l'heure. Mais aussi, il faut garder à l'esprit que la qualité et l'importance pour le développement des enfants, c'est un bien qui est intangible. Je veux dire, la qualité des services de garde, ce n'est pas comme des choux de Bruxelles congelés, là. Je veux dire, le chou de Bruxelles, tu as juste à le manger, tu sais s'il est bon ou pas bon. Puis s'il n'est pas bon, bien, tu le jettes et tu t'en manges à une autre sorte dans ton prochain achat. Mais la garderie, c'est les conséquences de ce bien tangible de qualité. C'est des conséquences qui sont premièrement difficiles à mesurer par les parents. C'est-à-dire, on a une idée que le CPE a une meilleure qualité qu'un autre. Pour ça qu'on peut avoir globalement suffisamment de place, mais insuffisamment de place de qualité en même temps. Et d'autre part aussi, les conséquences pour le développement des enfants, c'est à long terme.
Je veux dire, une garderie privée non subventionnée, en fait, on les appelle non subventionnés, mais ils le sont par le crédit d'impôt, évidemment. Une garderie qui arriverait et dirait aux parents, bien là, vous payez 40 pièces par jour pour votre enfant, mais là, je vous monte ça à 50 pièces, mais à 50 pièces, vous allez avoir une qualité extraordinaire, mais les enfants vont dire, fuck 50 pièces. Si tu me montes à 50 pièces, je m'en vais dans une autre garderie à côté qui va me continuer à me charger mon 40 pièces. En d'autres mots, les garderies, la compétition sur le marché privé ne se fait pas sur la garderie, mais sur la qualité, mais se fait sur le prix, essentiellement. Et c'est ça qui est la faillite, qui entraîne la faillite du secteur privé des garderies. Encore une fois, moi, je suis pour le marché privé quand c'est possible, mais dans le cas des services de garde, ça ne marche pas. C'est trop, ça ne marche vraiment pas. Puis, est-ce qu'on parlait du roulement, de passage des éducatrices en CPE au privé, justement, parce qu'ils étaient peut-être mieux payés. Est-ce qu'on connaît le taux de roulement du nombre de personnes qui débarquent du CPE pour aller dans le privé, en fait? Non, c'est plus le contraire. C'est plus les éducatrices au privé vont aller au CPE pour avoir une meilleure qualité. Donc, dans les CPE, les conditions de travail sont meilleures. On parle de vacances. C'est ce que mes filles ont fait. Ouais. C'est ce que mes filles ont fait. Je veux dire, il n'y avait pas de place en CPE, ils sont allés dans le privé, mais dès que le CPE appelait, ils ont déplacé l'enfant. Je parle des éducatrices. Excuse-moi de t'interrompre. Mais par rapport aux éducatrices. Les éducatrices, les conditions de travail sont meilleures, les salaires aussi sont généralement meilleurs, sont syndiqués majoritairement, donc les négociations se font. Les endroits syndiqués généralement ont des meilleures conditions de travail et c'est des conditions de travail qui des fois percolent sur d'autres milieux, mais dans les services de garde, les services de garde privés payent généralement moins leurs éducatrices. Il faudrait que je regarde, je me suis beaucoup intéressée, j'ai regardé notre étude de 2016, je me suis plus intéressée à la partie évolution des places en garderie, mais dans notre section sur l'impact sur le travail des femmes, on a regardé la différence de salaire entre les éducatrices de milieu privé et des CPE. Je vous ai mentionné aussi pour les milieux familiaux. Donc, c'est sûr que quand en milieu familial, on a un revenu d'environ 13 $ et 25 $, on est à la maison, on peut s'occuper de nos enfants en même temps, il y a certains avantages, mais du moment où est-ce qu'on a l'opportunité et la chance de travailler dans un CPE pour, je ne sais plus c'est quoi les montants, les salaires horaires pour les CPE, mais 25 $ de l'heure, par exemple, bien, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant. En plus, on a des congés. En plus, on a des congés de maladie. En plus, on a des assurances, etc., etc. Donc, les CPE, pour ce qui est du taux de roulement, je ne le sais pas précisément, surtout le taux de roulement entre un milieu à l'autre, mais même au sein d'un même milieu, une éducatrice en garderie privée pourrait changer de garderie au fur et à mesure qu'on lui offre des meilleures conditions de travail, par exemple. Moi, j'irais plus loin que ça, puis je dirais que ça nous prend plus que des maternelles 4 ans, ça nous prend des maternelles 1 an. Que le système de maternelle commence à la sortie du congé parental parce qu'il y a convergence scientifique majeure dans les 40 dernières années entre la neurologie, la psychologie puis l'économie. La neurologie nous dit que le développement physique du cerveau des enfants n'est pas fini avant sa 3e année d'âge. Les synapses se créent, les cellules gliage, la myéline, tout ça se développe dans les 3 premières années de la vie. Puis au bout de 3 ans, la fenêtre est fermée pour le reste de la vie. Donc, ces aspects-là sont importants et durables pour l'ensemble de la vie de la personne. Deuxièmement, à l'Université de Montréal, les chercheurs du GRIP ont démontré, comme ce n'est pas possible, et au niveau international, c'est maintenant reconnu que leurs travaux sont absolument dominants, que si on voit des enfants qui arrivent à l'école maternelle de façon vulnérable, puis ça, il y a des mesures pour le faire, on est capable de prédire avec 95% de certitude si oui ou non ils vont finir par décrocher du secondaire. Okay? Donc, ces 3-4 premières années de la vie-là sont extrêmement importantes pour de tout le reste. Puis là, évidemment, les économistes ne sont pas en reste. On a un collègue qui a eu un prix Nobel d'économie qui a démontré que
l'investissement dans la petite enfance, c'est le plus rentable de tous les investissements dans n'importe quel autre secteur de l'éducation. Pour moi, donc, l'avenir, ça doit être maternelle à 1 an. Mais c'est angoissant de se dire qu'on a juste 3 ans pour développer son cerveau. Moi, j'ai une petite fille de 2 ans et demi, il me reste 6 mois, là. Top chrono. On va commencer par régler maternelle 4 ans d'abord, là, je suis d'accord. Là, j'ai d'autres questions. Une mère affirme qu'elle a tenu une place au privé autour de 50 $ par jour pour son premier enfant. Et même avec le remboursement et le retour d'impôt, ça lui coûte vraiment trop cher avec son revenu parce qu'elle a plusieurs enfants. Elle pense à remettre en question le nombre d'enfants désirés pour maintenir une bonne qualité de vie si elle ne trouve pas de place subventionnée, en fait. Est-ce qu'il y a des études qui démontrent qu'il y a une baisse de natalité en lien avec la diminution de places accessibles en milieu subventionné? On a-t-il des chiffres, des pourcentages? Oui, comme j'ai dit tantôt, à l'UQAM, on est fort en maths, on a fait les calculs. Okay. La garderie privée dite non subventionnée est évidemment dans l'eau chaude à l'heure actuelle parce que avec l'évolution des coûts de tout, leur garderie, ça devient de plus en plus difficile de les maintenir rentables à 40$ par jour par enfant. Donc, il faut qu'ils augmentent leur prix de plus en plus et par conséquent, même après avoir réduit le coût net aux parents en soustrayant le crédit d'impôt qu'ils reçoivent, là, ça veut dire que le coût de net pour les parents augmente dans ces garderies privées-là relativement à notre 8,5$ dans les CPE, les milieux familiaux et les autres garderies. Okay? Et donc, ils sont dans l'eau chaude à l'heure actuelle, au point où la présidente de l'Association des garderies privées non subventionnées, Mme Collin, je pense, a suggéré que l'ensemble de toutes les garderies soit sur le 8,5$ plutôt qu'avoir son système à elle là, avec les crédits d'impôt, etc. Mais évidemment, moi, je ne suis pas du tout défavorable à ça. Si on pouvait transformer peu à peu, progressivement, en imposant les normes qu'il faut, ces garderies privées-là, les transformer peu à peu en CPE, ce serait une façon d'avoir plus de CPE qui coûterait probablement moins cher que simplement en construire de nouveaux CPE. Bon, il faudrait être très prudent dans la manière dont on fait la transition. Mais à l'heure actuelle, je pense que c'est une voie à explorer, la transformation des garderies privées en CPE, évidemment avec l'imposition absolue de normes CPE qui doivent être, de normes de qualité qui doivent être observées par ces gens-là. Puis évidemment, la formation de plus d'éducatrices de garderie va être absolument nécessaire. Tu sais. Avoir plus de CPE, ça veut dire avoir plus de qualité. Puis cette qualité-là, elle vient de la qualité de nos éducatrices et puis des processus de formation. Et donc, il faut aussi que de ce côté-là, on développe. Moi, personnellement, je pense que c'est tellement important les 3-4 premières années de la vie qu'éventuellement, il faut absolument que les éducatrices en garderie arrivent à un niveau de rémunération semblable à ceux des écoles primaires, mettons des éducatrices à maternelle, etc., parce que c'est des experts, même que leur travail est plus important que la maternelle de 5 ans. Puis pour ce qui est du taux de natalité, je parle de souvenirs de recherche. Mon souvenir, c'est que quand on a mis en place la politique familiale, donc oui, le congé de parentalité, mais également les CPE, on a vu une augmentation des natalités. Donc, est-ce que c'était parce que les gens ont accéléré leur projet de famille? Est-ce que c'est parce qu'ils ont décidé d'avoir plus d'enfants que prévu? Est-ce qu'ils ont changé leur plan? Je n'ai pas exactement leur réflexion par rapport à ça, mais le fait de rendre ça accessible,
a fait que des gens disaient justement, moi, j'en veux 3, je peux me permettre d'avoir 3 enfants à 5 par jour. Je ne peux pas me permettre d'avoir 3 enfants à 50 par jour, mais je peux me permettre d'en avoir à 5 par jour. À contrario, puis là, c'est plus des anecdotes, mais je sais qu'ailleurs au Canada, les services de garde sont non seulement peut-être pas assez distribués sur le territoire, mais sont également beaucoup, beaucoup plus chers et avec pas beaucoup de compensation financière pour pouvoir envoyer son enfant. Et il y a plusieurs personnes qui disent, je ne peux pas me permettre d'avoir, puis les frais de scolarité sont plus élevés, je ne peux pas me permettre d'avoir des dettes scolaires et une maison et un enfant en garderie et un autre enfant en garderie. Il va falloir éliminer des dettes pour pouvoir réussir à répondre à ça, tellement c'est élevé. Mais ça, c'est plus des anecdotes de mon côté que j'ai entendues. Mais pour ce qui est de l'évolution de la natalité, lorsqu'on a mis en place la politique familiale, ça, il y a des chiffres là-dessus. Ça a vraiment augmenté. On pourrait prendre... On s'entend, on n'est pas rendu à 10 enfants par famille, là, mais il y a eu une légère augmentation. Bon, mais hey, merci beaucoup tout le monde. Il est déjà 12h40, puis on avait prévu commencer à 1h15. Et on a commencé le panel avec quelques questions, mais là, ça s'accélère, puis il y a encore beaucoup d'effervescence, mais on va malheureusement devoir finir parce que si on veut que tout le monde soit en forme pour revenir à 1h15. Donc, je vous remercie vraiment grandement. Je pense que ça l'a éclairé beaucoup, puis ça l'a suscité aussi beaucoup de questions chez plusieurs personnes. Donc, je vous invite à revenir en après-midi pour rencontrer Madame Nathalie Bigras qui va parler de la question de la qualité des services de garde spécifiquement. On va aussi rencontrer Yasmina Chouakri qui va nous parler de la question de la réalité des femmes immigrantes. Moi-même et Ariane, on va vous parler des résultats du sondage qu'on a effectué auprès des parents de ma place au travail. Puis ensuite, on va terminer la journée avec Marianne Kempeners et Anaïs Maillard. Donc, on se retrouve à 1h15 si cela vous convient. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup à vous. J'étais vraiment contente de vous rencontrer. Salut, Evelyne.